Bertrand, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Je suis très heureuse parce que tu es ma première interview. D'accord. Donc c'est un honneur pour moi. Eh bien, d'accord, je suis aussi très content d'être ici. Dans un premier temps, tu peux te présenter pour mes lecteurs et mes auditeurs? Oui, je m'appelle Bertrand Odéoud et je suis thérapeute familial. Je suis venu dans la thérapie familiale assez tard puisque mon métier initial, c'était d'être pilote de ligne. Alors en fait, je fais le même métier puisque avant j'accompagnais les gens d'un endroit à un autre et puis maintenant je les accompagne dans la vie. Et je crois aussi que tu es papa? Père de 4 garçons qui sont des jeunes adultes et grand-père de 7 petits-enfants. Voilà. C'est un beau parcours. Oui. Alors je vais te poser ma première question par rapport à l'adolescence. Moi j'ai une idée assez tranchée sur l'adolescence. Pour moi l'adolescence n'existe pas. C'est plus quelque chose qui est un problème venant des parents qui ne savent pas accompagner les jeunes enfants qui deviennent adultes. Et je voulais savoir ce que toi tu en pensais et quelle était selon toi la bonne signification de l'adolescence. Alors l'adolescence, c'est un terme et un concept relativement nouveau puisque l'adolescence n'existait pas au 19e siècle. L'adolescence, c'est cette période de vie qui se situe entre le temps de l'enfance et le temps de l'adulte. Et pourquoi ça n'existait pas dans le temps? C'est parce que le fils travaillait avec son père, il n'était pas oisif, il était vraiment à apprendre le métier paternel, et une fois qu'il connaissait le métier, ben, il travaillait pour produire, et il était jeune, peut-être 17, 18 ans, il avait un métier dans les mains, il savait quoi faire avec ses mains, et il se mariait. Et puis finalement entrer en apprentissage et donc il était dans la vie active. Bon, l'adolescence, c'est cette période qui est tellement crainte par les parents parce que les parents sont avec leurs enfants, des enfants qui changent. Et le changement est dû en priorité par le côté pubertaire, des transformations physiologiques, mais aussi hormonales et intellectuelles. On pourrait dire, est-ce que c'est une crise d'adolescence ou c'est la crise des adultes, des parents? Finalement, dans les cultures, on va dire les cultures en Afrique ou même en Asie, ils ont gardé ce qu'on appelle l'initiation, donc un rite de passage vers l'âge adulte. On retrouve ça aussi dans les civilisations un peu hispaniques. Ils ont ce qu'on fait les 15 ans de la jeune fille, les quinceañeros. À partir de 15 ans, la fille est considérée comme une femme et c'est une grande fête reconnue devant tout le monde. Finalement, il n'y a pas cette notion d'adolescence. Il n'y a plus, parce qu'il y avait dans notre civilisation occidentale des rites, disons, de passage. Oui. On pouvait dire le service militaire était un rite de passage. Et il y en avait d'autres aussi. Mais alors, ça a été balayé et on pourrait dire que les jeunes sont en quête de reconnaissance du passage de l'enfance, d'une reconnaissance du passage de l'enfance à l'âge adulte. Et justement par ce fait qu'il y ait peut-être une épreuve, on puisse dire il y a un avant, il y a un après. Oui, c'est vrai. Alors maintenant qu'on sait en quoi consiste l'adolescence de nos jours, enfin, à quoi ça correspond psychologiquement et également comportementalement, si on peut dire ça comme ça au niveau des jeunes, j'aimerais te demander ta définition de la crise. Alors la crise, c'est très intéressant d'en parler parce que la crise amène du changement. Et du changement pour le jeune, mais le changement n'est pas que pour le jeune, il est aussi pour tous ceux qui sont autour de lui. Avant de parler peut-être de la crise, j'en parle dans une seconde, mais je voudrais un peu montrer qu'un système familial
il est cohérent. Et je vais le montrer en faisant un petit dessin. Chez nous en Alsace, par exemple, on fait au moment de Noël ce qu'on appelle des mobiles. Et donc, un mobile, c'est une ficelle, on accroche un élément comme une baguette, et puis après, on accroche des boules ou toutes sortes d'objets, et de plus ou moins grands, et dont la masse est peut-être différente. Et là, on va encore mettre là. Et moi, je vais définir le système par justement tous ces éléments qui sont attachés dans un lien qui les réunit, mais ils ont trouvé leur équilibre. Et cet équilibre, que nous, dans notre jargon, on appelle homéostasie, qui veut dire simplement équilibre. Et cet équilibre, c'est cet équilibre qui convient à cette famille-là. Et chaque famille est différente et chaque famille a son équilibre. Donc chaque famille est un mobile. Et mais pas immobile. Oui, bien sûr. Et justement mobile, justement. Mais ce que je voudrais d'abord mettre l'accent sur quand les enfants, si on dit que le père est là et que la mère est là et que les enfants, 1, 2 et 3 enfants sont là, eh bien, quand ces enfants ont 5, 7 et 9 ans, pour faire un peu stéréotypé, voilà, ils ont un mode de vie qui leur convient. Ils ont trouvé un certain équilibre, n'est-ce pas? Mais cet équilibre va varier parce que dès qu'il y a un élément de la famille qui va bouger, et le temps fait bouger la famille, n'est-ce pas? Et si par exemple le premier enfant, donc la famille a trouvé son équilibre, et tout de suite maintenant l'enfant entre dans la préadolescence, ça veut dire qu'il est en train de sortir de la famille. Et là, toute la famille va se rééquilibrer parce que lui bouge vers l'extérieur. Et c'est normal qu'il bouge vers l'extérieur puisqu'il est en train il va entrer dans l'adolescence, et l'adolescence veut dire recherche d'autonomie. Il est en train de rechercher des nouveaux repères, de prendre ses marques, il est en train de s'envoler, ça prend du temps, n'est-ce pas? Mais aussi bien le père que la mère, que les autres vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus comme avant. L'équilibre va être rompu. Et la grande difficulté d'un système, c'est que le système résiste au changement. Mais lui, le temps le pousse, les hormones le poussent, il n'est plus forcément maintenant loyal à ses parents, il va être loyal à ses amis. Et donc il va aller vers l'extérieur, qui est normal, il va vers l'autonomie, pour un jour quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Mais ça provoque une crise. Voilà. Parce que l'équilibre va changer. En fait, une famille va passer d'un équilibre à un autre constamment. C'est pour ça que la famille n'est pas immobile, elle est mobile. Et une famille qui va bien, c'est une famille qui a la capacité de répondre rapidement à un changement. Si le père perd son travail, tout le système change. Si la mère est malade, tout le système change. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, parlons de la crise. Parlons de la crise. Alors, il y a 3 définitions. Enfin, on peut trouver plusieurs définitions, mais en tout cas 3 définitions. La crise peut être vue comme le grain de blé qui est battu par un fléau, c'est à l'ancienne mode, n'est-ce pas, pour détacher la petite peau qui est sur le grain de blé, ce qu'on appelle la balle. Et d'habitude, les anciens faisaient ça sur le dos de la colline, en haut de la colline, pour que le vent, en soulevant les grains, le vent emmène la balle.
qui était beaucoup plus léger que le grain retombait, parce que à un moment donné, le grain devait avoir la balle, cette petite peau, pour grandir. Mais pour être consommé, il faut la séparer. Donc là, il y a une crise, puisque ça fait assez mal, n'est-ce pas? On est en train de séparer ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. La deuxième notion de la crise, c'est quand on fait une critique. C'est le critique d'art. Voilà, telle pièce de musique qui était bien jouée, tel tableau n'était pas forcément bien reçu, et on va chercher le coupable, à qui la faute. On est dans le jugement. C'est assez naturel. Ici, quand il y a une crise, normalement, ce qui va se passer, si cet adolescent est en train de quitter la maison et fait subir à toute la famille tous ces changements et toutes ces transformations, la famille va dire « Mais c'était bien avant, pourquoi changer? On était bien !» Et ils vont pointer celui qui est l'instigateur du changement en lui disant « Reviens à ta place !» de telle manière qu'on retrouve l'équilibre qui nous convenait avant. Or, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Et on appelle justement ce pointage, on cherche la faute et on dit « C'est toi le coupable ». Mais qui va mal en fin de compte? Est-ce que c'est le jeune qui va mal? Ou c'est le système qui a besoin d'un rééquilibrage? N'est-ce pas? Et c'est ce qui nous amène à ta troisième définition qui est beaucoup plus équilibrée justement. Oui, cette troisième définition, c'est cet idéogramme chinois qui est en deux volets. Alors moi, sans connaître le chinois, c'est quelque chose qui nous est raconté. Donc le premier volet, c'est veut dire, semble-t-il, que dans la définition de la crise, c'est perte, peur, blessure, voire meurtre. Quelque chose fait mal. Et le deuxième volet veut dire c'est chance, c'est l'occasion, l'opportunité. Et donc, on peut voir, en parlant de crise, il y a une difficulté, il y a une souffrance, mais de l'autre côté, eh bien, de voir que cette souffrance et cette difficulté nous poussent et nous amènent dans quelque chose de nouveau, nous amènent dans du changement. La crise, c'est justement un état du système au moment où le changement est imminent. Sans crise, il n'y aura pas de changement. Alors, tu as une sorte de règle d'or, enfin 5 règles d'or, oui, pour réussir à surmonter la crise qu'on traverse tous, enfin que tous les parents traversent avec leurs adolescents. Oui. J'aimerais que tu nous détailles ces 5 règles d'or, et en plus de ces 5 règles d'or, excuse-moi, tu as en plus 2 conseils pour aider les parents. Oui, alors vous voyez, moi je parle de crise en général. Mais on est bien d'accord que nous sommes dans la crise familiale due à l'adolescence de 1 ou 2 enfants. L'enfant, lui, il ne sait pas ce qui lui arrive. C'est un Vésuve, c'est une éruption. Il dit, son corps se transforme, ses émotions sont à vif, on ne peut plus rien lui dire, il réagit contre l'autorité. Il était doux avant, et pourquoi il a tellement changé? Et puis, lui, il est mal dans sa peau. Et il ne sait pas tellement ce qui se passe. Les parents, là, voyant que le jeune passe par ce temps de l'adolescence, toutes ces transformations, tous ces questionnements, ces doutes, son regard tellement sévère sur lui-même en disant « je suis trop nul, je ne peux plus me supporter », et enfin il n'est même pas en paix avec lui-même, ses émotions, il ne sait pas quoi en faire, un jour il va bien, un jour il ne va pas bien. Et là les parents ne savent pas comment réagir. Pourquoi? Parce que les parents souvent ont oublié leur propre crise d'adolescence. Alors là, ils ne savent pas très bien quoi faire.
Alors moi, je voudrais donner peut-être quelques points pour justement apaiser les choses. Nous, parents qui sommes passés par l'adolescence, essayons de nous en souvenir. Et connaissant et ayant un peu étudié l'adolescence et vu aussi un peu comment ça se passe à l'extérieur, la première chose que je dirais, moi, c'est de sécuriser tout ce qui passe par la crise. Alors, qui doit sécuriser? Ben, le père et la mère vont sécuriser l'ensemble de la famille, parce que cette crise, elle va toucher tout le monde, mais les autres n'ont pas besoin de s'inquiéter. Et en disant, voilà, c'est une période, et c'est une période de changement, mais on va arriver à la traverser. Le deuxième point, c'est déculpabiliser les différentes personnes dans la crise. Déculpabiliser, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de se faire du souci. Les parents, parfois, se font du souci. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mon fils ou ma fille agisse comme ça? Non, mais vous n'avez rien fait de mal. Rien du tout. Bon, c'est sûr que les parents parfaits n'existent pas. Mais vous n'avez rien fait de mal. C'est normal. C'est la situation normale. Ça va bouger dans la famille. Et donc, personne n'a pas besoin de prendre une culpabilité qui ne serait pas forcément juste. Le troisième point, c'est, sachant que nous entrons dans une période qui est un peu compliquée, je propose que surtout le père ou la mère puisse se rendre disponible à celui qui passe par la crise. Alors si l'adolescent est là, et passe par sa crise, n'oubliez pas que les deux autres membres de la fratrie passent aussi par la crise à cause de l'adolescence. Et puis le conjoint aussi passe par la crise. On se rend disponible maintenant, aujourd'hui, cette semaine, pas plus tard, mais ne pas accepter un sentiment d'urgence. Parce que c'est une crise qui dure. Elle n'a pas commencé hier, elle a commencé tout doucement, et puis elle s'est amplifiée. Et il n'y a pas de raison de se mettre en urgence. L'urgence appelle toujours à un manque de réflexion. Et donc, il faut prendre le temps pour réfléchir, ne pas faire n'importe quoi, et surtout ne pas dire n'importe quoi. Et de ne pas lancer à l'adolescent des paroles insensées que lui va capter, mémoriser, et vraiment, ça va lui provoquer une grande blessure. Voilà. La quatrième point, brièvement, je voudrais dire, mais que nous devons responsabiliser les différents membres du système. L'aîné est en train de passer par une phase difficile. Eh bien, les autres peuvent comprendre cela et on peut leur dire, mais voilà, on est tous solidaires, nous sommes tous dans une famille, quand il y en a un qui est dans des difficultés, on est tous ensemble et j'ai besoin de vous. Donc les parents peuvent dire ça à leurs enfants, mais aussi aux conjoints. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous pour que chacun d'entre vous, vous puissiez prendre vos responsabilités dans cette situation. Finalement, eh bien, cherchez un consensus. Faites une réunion de famille. Et puis définissez le plus petit dénominateur commun. Ça veut dire sur quelle est la chose sur laquelle on peut être d'accord et qui va faire famille dans cette période difficile. Voilà. Donc, il faut accepter que nous sommes dans une période difficile, mais on va s'en sortir et ensemble, on va se serrer les coudes pour pouvoir passer cette crise qui va un jour passer. Et tout comme chaque famille a son propre équilibre, chaque famille a son propre consensus, va trouver son propre élément commun qui réunit tout le monde. Qui réunit tout le monde, absolument. Pas identique à toutes les familles. C'est ça. Et donc on n'est pas à combattre la crise, on n'est pas à combattre un individu, mais au contraire à se dire, c'est notre fils ou notre fille aînée qui passe par cette période d'adolescence va se retrouver augmenté dans quelques temps, quand la crise sera terminée. Et puis notre famille aussi, on va apprendre et on va être transformé par cette crise. Et au lieu de combattre la crise,
eh bien, je vous propose de vous poser la question, mais quelles ressources la crise pourra-t-elle nous apporter? Comment pourrons-nous être augmentés? Comment est-ce qu'on peut passer ce temps le mieux possible? Mais en fait, toute la vie, nous passons de crise en crise. C'est ce qui nous fait avancer. Et c'est ce qui nous fait avancer. Je voulais revenir sur les 2 conseils. Donc là, tu nous as partagé les 5 règles d'or. Enfin, ce que j'appelle les 5 règles d'or. Oui. Et je voulais revenir sur les 2 conseils dont tu m'as parlé la dernière fois. Ne pas prendre de décision à long terme et ne pas parler de manière lapidaire. Pour toi, c'est 2 choses très importantes. Et pourquoi? De ne pas prendre de décision à long terme parce qu'on est en crise. Et on ne peut pas prévoir sur 5 ans. On peut décider quelque chose maintenant, mais qui sera vraiment ponctuel, parce que prendre une décision quand le jeune est en pleine crise d'adolescence et il ne se sent pas avec lui-même, il ne s'accepte pas lui-même, tout son monde est en train de changer, ses repères sont perdus, et puis il est même en butte à l'autorité de ses parents. Prendre une décision alors qu'on sait que c'est un temps transitoire, ça n'a pas beaucoup de sens. Puisque c'est... Laissons passer la crise, on aura le temps de prendre une décision pour les... Ça serait tout à fait destructeur. Ainsi que les paroles. Les paroles, alors on parle souvent, on apporte souvent des paroles qui blessent, des paroles de découragement, des paroles de jugement, des paroles qui sont chargées de connotations négatives. Tu es toujours comme ça et tu ne changeras jamais. Et puis finalement, ces paroles deviennent une force de message et sont reçues comme des messages. Alors que non, c'est une crise. C'est une crise. On ne peut pas dire parce qu'un enfant agit 1, 2, 3, même voire 5 fois comme ça, que il est ce qu'il fait. Son identité est haute. C'est pas parce que votre adolescent a volé quelque chose dans un magasin que c'est un voleur. Il serait voleur s'il faisait, c'était sa vie, n'est-ce pas? S'il pratiquait le vol. Mais il s'est fait gauler par les gendarmes et vous le cherchez au poste et c'est pas bon et vous êtes honteux, d'accord? Et voilà, vous allez confronter votre enfant avec ce problème-là. Mais le traiter de voleur et l'identifier à un vol, c'est pas son identité. Ça serait une parole qui va l'enfermer dans un rôle qu'il n'a pas en fait. C'est transitoire. Cette période est transitoire. Je voudrais revenir sur le mot, tu as dit la famille peut être honteuse, les parents peuvent être honteux par l'attitude des enfants. Il y a selon toi 2 sentiments qui sont très négatifs pour les parents, c'est la honte et la culpabilité. C'est ça. La honte, pour plusieurs raisons. La honte parce que nous avons pour nos enfants des idéaux, des objectifs. Et la honte est là parce que ces objectifs ne sont pas atteints. Parce que nos attentes sont déçues. Et donc on a honte et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mon enfant ne marche pas comme on voudrait qu'il marche. Et on se dit, je suis un mauvais parent. La honte nous renferme sur nous-mêmes, nous empêche d'aller voir les autres, nous empêche aussi d'être détendu vis-à-vis du jeune, parce que qu'est-ce qui va le sauver, le jeune? Qu'est-ce qui va le sauver? On peut ne pas être d'accord avec son comportement, et on n'est pas d'accord avec son comportement, mais on fait une différence entre la personne, le jeune, et son comportement. Le jeune, on va l'aimer, parce que c'est notre enfant, on l'aime, mais on ne va pas accepter son comportement. Nous, on a honte à cause du comportement. Et je crois que lui, le jeune, il aurait vraiment besoin d'être certain de notre amour pour lui. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Et on pourrait même se poser la question, à quoi ça sert qu'il fasse ça? Et la réponse peut être d'attirer l'attention des parents sur lui. Il aurait juste besoin du temps avec eux. Et là, maintenant, on s'occupe de lui. N'est-ce pas? On aurait voulu que ce soit dans d'autres circonstances.
La culpabilité, j'en ai juste un peu mentionné quelque chose, la culpabilité c'est qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il soit un enfant qui marche bien et où tout roule comme les autres. Voilà. Et donc on se rend coupable, on s'estime comme coupable d'avoir été des mauvais parents. Et moi je voudrais rassurer les parents en disant il n'y a pas de parents parfaits. Et on n'a pas été dans une école de parents. Et ce que nous avons fait, nous l'avons fait avec nos moyens, notre connaissance, et je crois qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir dans ce sens-là. La culpabilité ne va pas vous aider beaucoup dans l'accompagnement du jeune. Alors, pour conclure notre entretien, selon toi, donc, si la culpabilité, la honte face à une crise qui se passe mal, par exemple, les parents sont déjà dans la crise, c'est un peu trop tard pour prendre les premiers points en amont. Pour toi, ce qui serait le plus important, ce serait de mettre de côté son ressenti et de se concentrer sur la relation avec l'enfant. C'est ça. Effectivement, notre priorité comme parents, c'est de toujours construire une relation, mais parfois quand elle a été cassée ou quand elle n'a pas été suivie cette relation, eh bien il faut la rétablir et réinventer une relation de confiance avec nos enfants. Pourquoi je dis cela? Parce que nous tous, chaque être humain est un être de relation. Et les besoins fondamentaux de la personne, d'être aimé, d'être reconnu, d'être accepté, d'avoir de la sécurité, d'avoir de l'attention, tout ce qui forme la relation, c'est ça qui nous fait vivre. Et un enfant, il n'est que juste pour lui que de recevoir une relation forte avec ses parents, d'avoir une relation forte avec ses parents, parce que ça va combler justement ses besoins fondamentaux. Alors, la relation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle donne la sécurité, elle fait grandir, la relation donne beaucoup de plaisir. En fait, c'est le plus grand plaisir que quelqu'un peut recevoir, c'est d'être en relation avec une autre personne. Et puis, la relation pour les parents, quand elle est maintenue, quand elle est installée, quand la relation est satisfaisante pour le jeune et les parents, la relation va permettre de discuter de tous les sujets, parce que la relation est établie. Et finalement, je voudrais dire, de tous les témoignages que nous avons entendus, quand un jeune s'est fait piéger dans quelque comportement que ce soit, qu'est-ce qui va pouvoir leur sortir? C'est la relation avec ses parents. C'est la relation qui est la pierre de touche et qui va être le pivot du changement aussi. La relation, elle sert à tous les niveaux. Et c'est pour ça que, en prévention, on travaille sur la relation. Et puis quand on est un peu dans les difficultés, eh bien il faut réinventer quelque chose pour que la relation se rétablisse. Parce que justement, la relation, c'est ce qui va maintenir le lien et ce qui va donner de l'espoir et de l'espérance aux jeunes quand il s'est fait piéger. Voilà, je pense que ces trois choses sont importantes. Peut-être là, pour conclure, je vais dire ceci, c'est que la relation demande du temps. Et il est important de mettre des moments de côté, d'éteindre la télévision, d'éteindre l'ordinateur et de dire voilà, on va y ensemble, on va sortir ensemble, on va parler ensemble, on est ensemble simplement. La relation demande du temps. Et c'est pas du temps à travers les écrans, c'est du face à face, c'est du vis-à-vis. Et c'est aussi tous les gestes qui peuvent accompagner cette relation parent-enfant pour assurer de notre présence. En fait, l'enfant, le jeune, ne rêve que d'une chose, c'est de se savoir exister dans les regards de ses parents. C'est une très belle phrase de conclusion. Merci. Je te remercie beaucoup, Bertrand, de tout ce que tu nous as apporté pour mes lecteurs, pour moi-même, pour tous les parents. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en pratique. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie.